discrète. Puis ensuite j'ai trouvé ta playlist belle. J'avais pas prédit qu'elle sourirait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. C'est un webinaire qui va de nouveau parler de bornes de recharge en copropriété, mais sous un angle différent, puisqu'aujourd'hui, on va donner la parole à un syndic qui est en première ligne sur ces sujets. Ça me donne l'occasion d'accueillir Stéphane Mély. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence de Franconville pour Loiselet et d'Aigremont. Tout à fait. En première ligne, on peut le dire. On peut le dire. Ok. Un partenaire aussi incontournable des syndics, un opérateur de recharge. Aujourd'hui, c'est Jacques-Alexis Bon qui nous fait le plaisir de se joindre à ce webinaire. Jacques-Alexis, vous êtes directeur général adjoint de Watt. C'est ça, tout à fait. Bienvenue. Merci Vincent. On parlait d'incontournable, partenaire, incontournable, s'il en est, c'est Rita. Rita Soukar, qui est directrice des relations institutionnelles et du développement chez Logivolt. Rita, j'ai envie de commencer par toi. Avant de parler de recharge, de rentrer dans le détail du rôle du syndic, des obligations, des différentes étapes qu'on doit aborder, j'ai envie qu'on donne un peu de contexte sur le marché du véhicule électrique et aussi sur celui de la recharge en habitat collectif et en copro. Oui, alors en janvier 2026, selon la PFA, la part de marché des véhicules électriques et des hybrides rechargeables s'élève à 33%. Si on retient que les véhicules électriques, c'est 28% de part de marché, ce qui est un record de ces dernières années et qui montre bien la progression des véhicules électriques. Si on retient uniquement le mois de janvier 2026, c'est plus de 33 000 véhicules 100% électriques qui ont été immatriculés et c'est plus de 50% par rapport à janvier 2025. Donc on voit qu'aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si le véhicule électrique va s'imposer ou non, mais c'est plutôt comment être prêt quand il s'imposera. Quand on est en copropriété, privée, il faut effectivement se poser aussi la solution de la recharge. C'est bien d'avoir un véhicule électrique, mais c'est comment je vais pouvoir recharger mon véhicule électrique. Et pour ça, il faut faire voter des travaux d'installation collective. Aujourd'hui, c'est près de 40 000 immeubles qui ont fait voter ces travaux d'installation. Sur ces 40 000, c'est plus de 15 000 qui sont d'ores et déjà équipés. Et sur ces 15 000 d'ores et déjà équipés, c'est plus de 38 000 bornes de recharge qui sont installées. Donc on voit que la dynamique est là, mais pour autant on n'est qu'au début de l'histoire. Oui, parce que ces chiffres, effectivement, ils sont très encourageants. On voit des progressions à deux chiffres. Est-ce que c'est satisfaisant quand on sait la dépendance du véhicule électrique à la recharge, à domicile en l'occurrence? Oui. Alors c'est satisfaisant parce que ça reste un immeuble sur 6 qui a déjà fait le choix d'électrifier ses parkings, donc c'est quand même une belle avancée, sachant qu'il y a encore 5 ans on était à un immeuble sur 30. Pour autant, il y a encore beaucoup à faire. En 5 ans, avec le dispositif Logivolt, on voit que nous, on a réussi à convaincre plus de 6 000 assemblées générales, donc 6 000 copropriétés qui ont voté la solution Logivolt. Donc c'est aussi une preuve d'accélération. On voit que le dispositif fonctionne et permet cette accélération puisqu'on offre une solution sans reste à charge pour le collectif, accompagnée de bout en bout par les opérateurs référencés. Et c'est une solution qui est évolutive et pérenne dans le temps. Donc aujourd'hui, elle coche vraiment toutes les cases. Pérenne dans le temps, évolutive, financée sur tous les parkings ? Alors, depuis effectivement la fin d'année, on a levé le dernier frein technique avec nos opérateurs, puisqu'aujourd'hui, on peut également financer des parkings extérieurs. Donc, qu'on soit en parking intérieur, extérieur ou en parking mixte, on peut bénéficier du dispositif Logivolt. Il faut simplement que le parking fasse plus de 20 places et que, effectivement, techniquement, il soit équipable. Donc, c'est une très belle avancée, ce qui va rendre également cette année 2026 plus marquante, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tous les acteurs, opérateurs, leaders du marché qui ont choisi le dispositif Logivolt pour déployer ces infrastructures. Donc collectivement, on a toutes les clés en main pour accompagner les copropriétés et déployer ces infrastructures de façon massive dans les parkings. Alors, effectivement, tu dis qu'on a toutes les cartes en main pour déployer la recharge en copropriété. C'est vrai que moi, de temps en temps, quand je discute un peu avec mes amis de mon métier, de ce que fait Logivolt, et que j'explique les différents arguments pour la recharge en copropriété, le financement, la solution opérateur qui gère tout de bout en bout, mais ils me disent, vous devez être submergé par les demandes.
c'est vous qui avez les demandes, Stéphane, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes submergé? Est-ce que ce sujet, justement, vient s'inviter dans toutes vos AG? Je ne parlerai pas de submersion. Le sujet s'invite forcément dans les assemblées générales parce qu'on a l'obligation de le mettre. Mais si je regarde sur les agences, les 21 agences qui sont plus spécialisées copro chez Loiselet, je suis parmi celles qui a le plus de taux d'équipement, et on est seulement à 40%. Alors, c'est vrai qu'à Franconville, on a des immeubles de grande taille avec des infrastructures qui se prêtent plus facilement techniquement à la mise en place de ces équipements. Pour autant, il n'y a pas cette notion-là encore de submersion. Ça, c'est clair. 40%, c'est pas mal déjà. 40%, c'est pas mal, mais ce n'est pas du tout la moyenne du groupe. Okay. Donc c'est là où je me dis qu'il y a encore une marge de progression importante à venir. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu justement ces 40% aujourd'hui? C'est quoi les arguments pour vous de votre côté? Alors, chez Loiselet, c'est un sujet qu'on a pris de bonne heure. Dès la promulgation de la loi L'Homme en novembre 2019, dès 2020, on a commencé à mettre en assemblée générale les études techniques. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les modalités de subvention, ni, je dirais, de partenaires qui étaient encore vraiment rodés à la mise en place de ces équipements-là. Donc on était dans les balbutiements un petit peu de la mise en place de ce sujet. Mais ça impliquait des coûts, même minimes, d'analyse des structures. Et il y avait... on pouvait avoir des copropriétaires qui faisaient marche arrière, qui n'avaient pas envie... Il est urgent d'attendre, on a souvent entendu ça. Et curieusement, pas trop de demandes individuelles de courrier en nous disant « moi je voudrais pouvoir brancher ma voiture électrique », etc. Donc, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Vous avez des cas de figure différents selon les conseils syndicaux. Vous en avez qui sont très proactifs. Vous en avez qui sont absolument contre. On ne sait pas trop pourquoi au départ, mais bon, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que nous, on a réussi à avoir un taux d'équipement qui est honorable par rapport, on va dire, à la moyenne nationale. Parce que, un, il y a quand même eu une proactivité sur le sujet, et deux, encore une fois, une configuration d'immeubles qui favorisait aussi la mise en place. Ok, c'est très clair. Vous évoquiez les courriers que vous receviez. C'est un peu le sujet de ce qu'on appelle le droit à la prise. Vous parliez aussi de cette réglementation qui est arrivée en 2019. Le droit à la prise, c'est issu de la loi L'Homme, la loi d'orientation des mobilités. Est-ce que c'est cette loi qui oblige maintenant donc les copropriétés à mettre le sujet sur la table? Est-ce que c'est cette loi qui a accéléré, qui va accélérer, ou il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Alors, pour moi, ce n'est pas la loi qui a accéléré. Elle a le mérite de nous obliger à mettre le problème sur la table, c'est certain. Ce qui a accéléré considérablement les choses, c'est le financement. Clairement, c'est le financement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous arrivez en Assemblée Générale, effectivement, en disant voilà, on propose par tel ou tel prestataire de mettre en place une structure qui sera complètement financée, et donc zéro impact pour les copropriétaires, c'est quand même le nerf de la guerre, la décision se prend beaucoup plus facilement. Et ça permet aussi de tout de suite tuer le débat, de dire qu'est-ce qu'on fait si on a une demande individuelle. C'est-à-dire non, on met un truc pour tout le monde, chacun pourra se raccorder au fil de l'eau, sans avoir à investir, donc c'est quand même extrêmement confortable. Pour moi, c'est ça l'argument qui fait qu'aujourd'hui, ça doit se déployer d'une manière beaucoup plus rapide. Ça veut dire que quand on arrive en AG avec ce type d'argument de solution intégralement financée, tout est dit? C'est presque trop facile, ouais. Trop facile. Alors je ne sais pas si c'est trop facile. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être, ok. En tout cas, très facile, ça nous va très bien parce que c'est ce à quoi on œuvre, notamment avec les opérateurs, avec Jacques Alexis au quotidien. Entre la réglementation, les solutions techniques et le financement, vous aussi, chez Watt, vous constatez en tant qu'opérateur cette accélération des demandes dont parle Stéphane, de façon plus large sur tout le territoire? Alors, on ne parle pas encore de submersion non plus, malheureusement, j'aimerais bien. Mais aujourd'hui, non, on n'est pas encore dans cet état d'esprit-là. Il y a de la demande, effectivement, mais comme l'a bien dit Stéphane, il y a beaucoup de sujets à aborder lors des assemblées générales de copropriété. Aujourd'hui, il y a le plan pluriannuel des travaux qui prend beaucoup de place au sein de ces assemblées générales,
qui du coup parfois met un peu dans l'ombre le sujet de l'IRVE. Donc ça c'est un peu dommageable, d'autant plus que dès lors qu'on n'adresse pas le sujet de l'infrastructure collective, s'ouvre le risque de s'exposer à ces fameux courriers de droit à la prise et qui sont des solutions qui ne sont pas les meilleures par rapport à des solutions beaucoup plus collectives. Droit à la prise, c'est intéressant. Bon, c'est assez clair, on comprend que c'est une fausse bonne idée. C'était une bonne idée probablement en 2019 parce qu'il fallait mettre le pied à l'étrier, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, c'est une fausse bonne idée parce qu'il y a plein peut-être d'approximations, de problèmes inhérents au droit à la prise. Tu peux peut-être nous donner ton point de vue, nous en dire plus, notamment par rapport à la solution collective. Je confirme le fait que c'est une mauvaise idée, donc c'est une vraie mauvaise idée, une fausse bonne idée, une vraie mauvaise idée, pour 3 raisons principalement. La première, c'est la solution d'un point de vue sécuritaire. Pourquoi ? Parce que exercer un droit à la prise, c'est venir se raccorder sur le tableau des services généraux de la copropriété. Et donc, ces tableaux généraux peuvent être de vétusté différentes. Ils ne font pas l'objet de visites de maintenance préventive annuelle. Et par conséquent, dès lors qu'on commence à brancher quelque chose dedans, on peut s'exposer à un risque de dégrader quelque chose par ailleurs. Or, c'est le tableau des services généraux, donc si on dégrade quelque chose, c'est quelque chose qui va servir à la collectivité. Donc potentiellement les ascenseurs, on peut faire tomber en panne les ascenseurs, les portes de garage, les pompes de relevage, etc. Donc c'est jamais très souhaitable. À cela se rajoute le fait qu'un droit à la prise doit faire l'objet d'un consuel, qui est l'obtention d'un certificat de conformité électrique que l'installation elle a été réalisée aux standards de la réglementation, ce qui est assez rarement fait sur les sujets de droit à la prise. L'électricien qui installe la bande de recharge doit être qualifié IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça peut faire des approximations sur les installations. Et alors pire que cela, on peut observer dans certains cas très particuliers, des gens qui vont non pas se raccorder sur le tableau des services généraux, mais qui vont se raccorder sur leur tableau électrique à eux. Et alors là, c'est extrêmement dangereux dans la mesure où lorsque en cas d'incendie, les pompiers doivent intervenir dans le parking de la copro. Ils vont couper toute la partie parking. En revanche, ils ne vont jamais savoir que potentiellement il y a une borne de recharge qui est en train de charger un véhicule, mais que lui est raccordé au 3e étage de la copropriété. Donc ça, c'est la partie sécuritaire. Ensuite, il y a un aspect court terme, long terme. Le droit à la prise, c'est une solution extrêmement court-termiste. Ça veut dire que ça va permettre d'apporter une solution à la personne qui va faire sa demande de droit à la prise, mais à une seule personne. Parce qu'en règle générale, sur les tableaux des services généraux, ils ne sont pas dimensionnés pour une puissance extraordinaire. Donc on va pouvoir satisfaire le premier copropriétaire qui en fait la demande, potentiellement un deuxième, et le troisième, ça va commencer à couiner un peu. Et par conséquent, le risque, c'est quoi ? C'est que le gestionnaire de copropriété, il se retrouve embêté parce que le deuxième ou le troisième copropriétaire va dire « mais pourquoi lui, il a pu et pourquoi moi, je ne peux pas ?» Donc ça peut mettre le gestionnaire dans une situation d'embarras. Et accessoirement, ça ne va pas servir la collectivité in fine. Et enfin, le dernier point, qui est un point non neutre non plus, toujours pour le gestionnaire de copropriété, c'est la partie gestion associée à cela. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un droit à la prise qui est réalisé, il y a une installation individuelle qui est faite, mais qui va se recharger sur l'installation collective. Et par conséquent, la personne qui se charge va consommer l'électricité des autres. Et à un moment, il va falloir que celui qui a chargé rembourse les autres. Et ce n'est pas lui qui va aller sonner à toutes les portes pour rembourser ses petits voisins, c'est le gestionnaire de copropriété qui va devoir rentrer dans les considérations de recalcul, refacturation et appel de fonds en fonction de la consommation qui aura été faite sur ce droit à la prise. Donc voilà. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, là c'est pas trop facile alors. Là ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça que, a contrario, l'infrastructure collective reste la bonne solution parce que c'est la solution pérenne, c'est-à-dire que là on vise le long terme, donc on a une infrastructure qui est évolutive, qui est non discriminatoire, c'est-à-dire que tout le monde peut se raccorder sur l'infrastructure collective, contrairement au droit à la prise, et nous en tant qu'opérateur, on a une vocation à satisfaire tous les copropriétaires, celui qui est à côté du tableau électrique, mais celui qui est à l'autre bout du parking aussi, avec des prix forfaitaires d'ailleurs sur l'installation des bornes qui sont les mêmes pour tout le monde. Pour le gestionnaire de copropriété, il y a absolument, il y a un peu de contraintes malgré tout. Il y a des visites, il y a un peu de partie administrative à faire. Mais normalement, on s'occupe de tout. On lui prend la main de A à Z. On fait les visites techniques avec le gestionnaire du réseau de distribution. On s'occupe des subventions. On s'occupe de monter les dossiers de préfinancement. Donc c'est extrêmement simple. C'est harmonieux aussi physiquement. Alors bon, on peut dire que c'est un parking de copropriété, mais néanmoins, c'est quand même bien dans un parking de copro d'avoir des bornes qui se ressemblent à peu près, plutôt que d'avoir des choses assez bigarrées qui font qu'à la fin, on retrouve des choses un peu étonnante. Ça valorise le parking aussi, les places de parking. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en fonction d'un pré-équipement collectif ou avec une borne individuelle en plus, on peut valoriser les places de parking de 10 à 15%. Donc voilà, toutes ces solutions, tous ces exemples montrent bien que la solution à privilégier, c'est la solution collective. Très clair. On sent effectivement dans ce que
tu décris, ce que vous décriviez Stéphane tout à l'heure, que la chaîne de valeur de la recharge en copropriété est vraiment arrivée à maturité. Donc, dès lors, il y a beaucoup plus d'expertise, d'expérience sur le sujet. Rita, est-ce que les copropriétés ont encore de bonnes raisons de ne pas électrifier leur parking ? Alors objectivement non, et c'est pas parce que je représente Logivolt, mais parce que vraiment, on l'a vu, les financements sont là, les solutions techniques sont là. Aujourd'hui, Logivolt, on permet ce zéro reste à charge également grâce au programme Advenir, qui est un programme qui vient subventionner ces travaux. Ce programme-là est annoncé avec une date d'échéance au 31 décembre 2027. Donc finalement, pas de contrainte de ne pas le faire, mais même au contraire une urgence de le faire parce que pour certaines copropriétés, il restera 2 assemblées générales et voire pour d'autres une seule assemblée générale pour pouvoir mettre le sujet à l'ordre du jour et pour pouvoir décider et bénéficier de l'ensemble de ces financements, donc de bénéficier d'un zéro reste à charge et de bénéficier de l'appui des opérateurs. Donc plus aucune contrainte, bien au contraire, même une urgence d'y aller. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que au-delà du fait que, les copropriétés, on l'a compris, elles peuvent y aller, elles peuvent être rassurées parce qu'on maîtrise aujourd'hui cette chaîne de valeur. Mais là, tu intègres cette notion de timing. Jacques-Alexis, il y a un risque aujourd'hui pour les copropriétés à ne pas y aller ? Oui, le risque, alors il y a différents risques. Effectivement, la partie dispositif de financement et la partie subvention, c'est un point vraiment critique. Aujourd'hui, les copropriétés se sont habituées à un reste à charge qui est nul. Et par conséquent, dès lors que ces dispositifs de subvention vont disparaître, il y a un risque qui est non nul, que justement ce reste à charge commence à être un peu important. Donc voilà, donc ça c'est la première raison qui fait que c'est important de le faire. Deuxième raison, c'est que moi ça fait 6 ans que je suis dans la profession, ça fait 6 ans qu'on parle d'un raz-de-marée de demandes qui doit arriver. Ce raz-de-marée n'est pas encore arrivé. Mais il va arriver à un moment, c'est certain. Et par conséquent, autant lisser un peu la charge dans le temps plutôt que se prendre le raz-de-marée pleine face. Pour les syndics qui nous regardent et qui ont connu la loi SAE dans le monde de l'ascenseur, il y avait des échéances qui avaient été fixées par la loi et qui ont dû être repoussées du fait de l'afflux de demandes que les acteurs à l'époque n'étaient pas capables de digérer. Et donc aujourd'hui, le gestionnaire du réseau de distribution, il sait encore absorber les demandes. Les opérateurs, on a encore la capacité de le faire. Mais si tout le monde se réveille à un moment, potentiellement, ça va être un peu compliqué à faire. Et enfin, le dernier point, c'est que on a parlé de l'électrification des véhicules. Aujourd'hui, on parle de 30% à peu près des véhicules aujourd'hui qui sont vendus, qui sont soit électriques, soit hybrides rechargeables. À cela se rajoutent les obligations qu'ont aussi les entreprises d'équiper leurs collaborateurs avec des véhicules électriques. Donc les véhicules électriques, ils vont arriver dans les copropriétés, soit par les gens qui vont en acheter, soit par les gens qui vont en avoir de la part de leurs employeurs. Et c'est pas au moment où le véhicule arrive qu'il faut se poser la question de l'équipement collectif. Il faut le faire en amont. Parce que on a parlé, il y a un rapport au temps qui est assez long quand même sur ces dispositifs d'infrastructure collective. Il y a le temps de la copropriété il y a une assemblée générale par an. Alors on peut faire des assemblées générales extraordinaires, mais sinon il y a 1 an à chaque fois entre 2 assemblées générales. Et après il y a le temps du déploiement qui est fait à peu près 1 an également. Donc ça veut dire que si on est passé à côté d'une décision à un certain moment, on va devoir attendre l'autre et attendre le déploiement. Donc potentiellement dans 2 ans. Mais dans 2 ans, c'est sûr et certain que dans les copropriétés, il y aura des véhicules électriques qui sont arrivés. Et de fait, ce sera un problème pour le gestionnaire de copropriété parce que s'il n'a pas anticipé ce sujet, celui qui a le véhicule électrique, il peut devenir un peu nerveux quand il commence à avoir des difficultés à recharger son véhicule électrique. Donc il faut impérativement anticiper au maximum ces sujets-là. Ok. Anticiper, urgence, presque nervosité, tu terminais là-dessus. On va redescendre un petit peu et on va peut-être essayer d'aborder les choses puisque justement Stéphane vous êtes là et c'est en ça que c'est très intéressant d'aborder un cas pratique. On peut assez facilement comprendre qu'il va y avoir de plus en plus de demandes qui vont vous arriver, de plus en plus d'AG qui vont mettre le sujet sur la table. Comment ça se passe concrètement quand vous avez une première demande, un courrier, un résident, plusieurs qui viennent vous voir ou le conseil syndical pour mettre le projet sur la table? Comment vous les aidez? Quelles sont les différentes étapes? Une fois qu'on réceptionne un courrier de demande comme ça, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu dans le tout de suite. Donc le client quand il vous écrit, il espère une réponse quasi automatique en lui disant tu pourras te brancher dans
dans une semaine ou 2 semaines. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas. Donc, en tout cas, le premier des réflexes, nous, c'est de prévenir les conseils syndicaux pour leur dire, voilà, attention, on a une demande. Par exemple, l'année dernière, on l'a mis, vous ne l'avez pas voté, mais là, il va vraiment falloir y aller. Donc, de toute façon, il faut le remettre à l'Assemblée générale. Mais ayez en tête que c'est une première demande, il pourra y en avoir une deuxième, etc. Donc, il ne faut pas aller dans le sens du droit à la prise pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut vraiment promouvoir pour l'ensemble de la collectivité cette mise en place d'installations. Donc, il n'y a pas 36 démarches à faire, si ce n'est que de prévenir le conseil syndical et vraiment ne pas rater le coche, de bien mettre le point à l'ordre du jour, choisir l'opérateur pour que le conseil syndical soit convaincu et qu'on puisse prendre la décision de manière sereine et rapide. Ok. Vous avez aussi un rôle de sensibilisateur, je ne sais pas si c'est un néologisme, je crois que ça marche. Oui, alors sensibilisateur et j'allais dire autoprotecteur, parce qu'il y a un moment donné où effectivement l'aspect financement qui risque à minima de s'amenuiser, il va y avoir des conséquences financières pour les copropriétaires. Et là, on a quand même un devoir de conseil de rappeler aux gens, allez-y, enfin, on vous finance les choses, allez-y. Hein. Et le deuxième autoprotecteur, c'est de dire, moi j'insiste sur l'urgence, parce que quand on vote une décision, ne serait-ce que le délai pour avoir le point de livraison par Enedis est extrêmement long. Et l'impatience des copropriétaires, nous on la vit au quotidien. Donc plus on anticipe, plus les délais finalement se raccourcissent, et moins on est embêté. Donc moi, mon message, si je dois en passer un important aujourd'hui pour les gestionnaires, c'est de dire, effectivement, anticiper et essayer de convaincre les copropriétés que c'est maintenant ou jamais, quoi. Parce que sinon, on aura le double effet coût et embouteillage. Voilà. Donc c'est essentiellement ça, moi, que je trouve important aujourd'hui. Et vous pensez que vous pouvez encore essuyer des refus à mettre ce sujet sur la table en AG en 2026 ? Plus rien ne m'étonne en copropriété, j'ai envie de vous dire. On peut avoir des refus extravagants, mais honnêtement, dans la grande majorité, je ne vois pas aujourd'hui quel argument pourrait faire que la majorité des copropriétaires ne prennent pas la décision. Vous avez évoqué tout à l'heure à demi-mot l'importance du gestionnaire de copropriété dans le sujet. Est-ce que lui aussi, lui ou elle, peut avoir encore des freins à se lancer dans ce type de projet et peut-être, si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider ? Alors, je pense qu'il y en a eu. Mais à leur décharge, un gestionnaire par définition est toujours très occupé et chaque nouveau sujet devient une charge de travail supplémentaire. Donc s'il n'y a pas cette notion d'urgence, on peut botter en touche, on peut dire ok, on reverra ça l'année prochaine. Pas avoir forcément de bon discours auprès des conseils syndicaux aussi pour se préserver. Ce que je peux comprendre, c'est un sentiment un petit peu naturel. La zone de confort. La zone de confort, voilà. Et certes, il y a encore des petites actions à faire, de suivi administratif, de validation de dossiers, de réception de chantier, mais l'accompagnement qu'on a par les opérateurs aujourd'hui, ils font le boulot, il faut être clair. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. On ne parle pas de rénovation énergétique où là c'est extrêmement chronophage, lourd et long. Donc là, vraiment, il faut que les gestionnaires aient en tête que on va leur faire le boulot, quoi. Ok. Ça, c'est important. Donc on va leur faire le boulot. Enfin, la plus grosse partie. C'est le but du jeu, oui. C'est le but du dispositif qu'on a mis en place, c'est sûr. C'est le boulot, vous le dites, des opérateurs. Jacques-Alexis, c'est quoi ton boulot ? Une fois que tu reçois cette demande mon boulot, c'est de syndic. simplifier la vie de Stéphane et de ses gestionnaires, grosso modo. Donc, on l'orchestre en 3 phases, on va dire, en phase très en amont. Quand on sait que le sujet va être porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, nous, ce qu'on fait, c'est de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est quand même complexe parce qu'on parle de technicité quand même, de puissance, etc., de bande de recharge.
Les dispositifs de financement, de subvention, ça peut être un peu nébuleux pour les copropriétaires. Donc nous, on fait de la pédagogie auprès des gestionnaires de copropriété, mais aussi auprès des conseils syndicaux qui le désirent, autant que nécessaire. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment qu'ils aient bien compris le sujet, parce que nous, après, on intervient en AG. Alors ça dépend un peu de la sensibilité du gestionnaire, mais nous, on est très, très volontaires pour y aller, parce que c'est toujours plus facile de répondre aux questions. On ne veut pas que le gestionnaire soit dans une situation difficile où il peut se retrouver coincé sur une question, etc. Donc voilà, on propose l'accompagnement, c'est pas obligatoire, mais on le propose, histoire que tout soit bien clair et que les gens puissent prendre une décision éclairée sur le sujet. Une fois que la décision a été prise, on va instruire le dossier avec le J-Volt évidemment. Et ensuite, voilà, on l'a dit, nous on prend la main du gestionnaire, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va initier les demandes de raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution, qui sont des délais qui sont longs, c'est important de le rappeler, mais c'est quand même des délais qui sont relativement longs. On va faire une visite sur site pour définir ensemble avec la copropriété l'emplacement de la solution technique. Alors là, j'en profite pour le dire, c'est toujours bien de nous faire confiance là-dessus à nous opérateurs et aux gestionnaires du réseau de distribution et de ne pas revenir 36 fois sur les plans d'implantation parce que tout ce qui est repris, c'est du délai qui va être induit par ailleurs. Donc voilà, le gestionnaire du réseau de distribution, il sait où il doit mettre son point de livraison, on suit sa préconisation et les choses se passent bien. Donc ensuite, on fait les travaux avec Enedis, on fait nos travaux d'infrastructure, on obtient le fameux consuel dont on parlait tout à l'heure et qui permet de valider la conformité électrique de l'installation. On a également un organisme qui passe pour valider la conformité en termes de performance par rapport aux dispositifs de subvention à devenir et au cahier des charges de Logivol pour s'assurer que l'infrastructure est bien conforme d'un point de vue électrique mais aussi d'un point de vue performance. Et ensuite, on s'occupe de la vente des bornes, de l'installation des bornes et on assure tout le SAV derrière, l'exploitation de ces bornes de recharge et la maintenance en cas de dysfonctionnement éventuel des bornes ou de l'infrastructure. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement clé en main. On gère évidemment la facturation des consommations, etc. Il faut que pour le gestionnaire, ce soit absolument transparent ce sujet. Très clair, gestion de bout en bout, de A à Z. C'est un rôle important qui est important pour le syndic parce que, tu l'as dit, il faut faciliter la vie des gestionnaires de copro. Rita, quel est le rôle de Logivolt? Nous, chez Logivolt, on vient financer cette infrastructure collective de recharge. Il doit y avoir des étapes de validation qui sont peut-être d'ailleurs transparentes pour les utilisateurs, puisque ça passe par les opérateurs. Mais quelles sont-elles ? Alors elles sont 100% transparentes pour les utilisateurs finaux, mais elles le sont un petit peu moins pour le gestionnaire parce qu'effectivement il doit nous transmettre des pièces. Okay. Et donc nous chez Logivolt, on a une équipe d'opération qui va venir valider les dossiers transmis par les opérateurs une fois que la résolution a été votée en Assemblée Générale. Donc on s'assure de la conformité des dossiers. C'est très important aussi parce qu'on parle de financement, donc il faut qu'on soit bien certain que les travaux ont été votés en Assemblée Générale et que l'ensemble des documents qui nous sont transmis sont conformes à nos exigences. Une fois que ce travail a été fait et que les dossiers sont complets, on signe un contrat tripartite, donc opérateur, Logivolt et syndic. Et dès lors, l'opérateur peut commencer les travaux et donc reprendre tout ce que Jacques-Alexis a expliqué. Donc c'est vraiment transparent pour les utilisateurs. Il y a une petite charge administrative pour les gestionnaires avec l'envoi des documents, mais ça reste très à la marge. Jacques-Alexis soulignait, et vous aussi Stéphane, soulignait le besoin de pédagogie qui est quelque chose d'essentiel. Est-ce que dans le process de vote engagé, notamment pour la partie financement, il y a encore des questions sur lesquelles on doit répondre, pas forcément des objections, mais des précisions ? La question qui revient le plus souvent, c'est la propriété de l'infrastructure à la fin du contrat. Donc effectivement, la copropriété peut devenir propriétaire de l'infrastructure, mais ce n'est pas une obligation. Nous, c'est ce qu'on recommande parce que être propriétaire, ça vient valoriser l'immeuble comme on l'a vu. Et il ne faut pas confondre propriété de l'infrastructure avec exploitation de l'infrastructure. La copropriété peut en être propriétaire et après choisir son opérateur pour poursuivre l'exploitation. Par contre, si elle n'en est pas propriétaire, donc elle va choisir un opérateur qui va lui devenir propriétaire et qui va l'exploiter. Et là, pour le coup, elle ne pourra plus changer d'exploitant puisqu'elle n'a pas fait le choix de devenir propriétaire de l'infrastructure. Et donc, l'opérateur, lui, sera l'opérateur sur toute la période. Donc, nous, on incite vraiment la copropriété à en devenir propriétaire. C'est vraiment comme ça qu'on a construit le dispositif et c'est vraiment dans l'intérêt de la copropriété. Après, voilà, si elle ne le souhaite pas, il n'y a pas d'obligation à le faire.
Et la deuxième question, c'est effectivement sur cette notion d'opérateur et de se dire avec le dispositif Logivolt opérateur, on est coincé avec un opérateur sur toute la durée du contrat. Ce qui n'est également pas vrai. Donc il y a effectivement une collaboration et quand on choisit un opérateur, c'est qu'on a fait un choix de confiance. Mais si pour X raison on n'en est pas satisfait, le contrat permet à la copropriété de demander donc à résilier la convention avec l'opérateur et de choisir un autre opérateur, toujours référencé Logivolt, qui poursuivra le contrat. Donc vraiment, ce sont ces deux questions qui peuvent encore un petit peu interroger en Assemblée Générale, mais les réponses existent. Il n'y a vraiment aucune obligation et aucune contrainte pour la copropriété sur ces aspects-là. Ok, très clair. En fait, c'est un dispositif qui, de toute façon, depuis qu'il existe, en 2021, c'est amélioré, où on a eu des objections, on a ajusté, mais aujourd'hui, on peut dire, d'ailleurs, avec votre témoignage, puisque vous êtes en front line, il n'y a plus vraiment de frein grâce à ce dispositif opérateur financement Logivolt. Non, il n'y a plus de frein. Je rebondis quand même sur ce qu'a dit Jacques-Alexis sur la présence des opérateurs en AG. C'est important parce qu'effectivement, il peut y avoir des questions techniques auxquelles les gestionnaires, ou moi-même d'ailleurs, on n'a pas forcément le réflexe et la bonne réponse, ou la réponse tout court. Et ça permet quand même tout de suite de tuer dans l'œuf les éventuels freins. Donc à part ça, quand on n'est pas sûr de soi sur le dossier, ou que le dossier n'a pas été suffisamment étudié en amont, parce qu'on a parfois des présidents de conseils syndicaux qui savent mieux que les opérateurs eux-mêmes, donc qui font la leçon à l'Assemblée Générale, vous voyez. Donc mais il ne faut pas y aller le nez au vent non plus. C'est-à-dire qu'il faut, si on ne sait pas, et c'est bien, alors qu'ils sont tous autant qu'ils sont prêts à venir en Assemblée Générale, prenez-les, quoi. Enfin, prenez-les, profitez-en. Et c'est à peu près le seul frein que je puisse voir aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on a le financement, on contente tout le monde, on a quelque chose de sécure, voilà, et le gestionnaire est accompagné dans le montage. Donc des freins, j'en vois vraiment plus. Bon, en fait, très clair, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je retiens effectivement, mais c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est qu'on a encore, mine de rien, beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de chemin à parcourir pour convaincre, pour raconter, entre guillemets, cette histoire qui aujourd'hui est plutôt bien ficelée. À vous écouter tous les trois, on peut dire que finalement la recharge en copropriété, elle est facilitée. Je vais retenir trop facile, je suis trop content de ce terme. Merci Stéphane. Le syndic, vous l'avez dit, il a un rôle, et surtout, vous l'avez évoqué pour vous, notamment par rapport à votre agence, il n'a pas un rôle de suiveur, il a un rôle d'initiateur. Oui. Et ça, c'est super important. Donc, il faut qu'on lui donne les moyens d'être initiateur. Il sensibilise, il accompagne le projet. Jacques-Alexis le disait, il y a aussi des démarches administratives qu'il faut faire, même si elles sont facilitées par l'opérateur qui lui gère le projet de bout en bout. Et quand on dit gérer le projet de bout en bout, c'est en fait tous les sujets, c'est-à-dire les sujets techniques, les sujets de collecte des subventions, de porter le financement et donc de discuter avec Rita. On voit ce que je veux dire. Et le financement, bien sûr, Logivolt, c'est notre job, c'est de financer intégralement cette infrastructure. Et donc, vraiment, cette notion de facilité, elle est super claire. Merci à tous les trois pour ces éclairages. Vous n'en avez pas terminé parce que nous arrivons maintenant avec la sacro-sainte, j'appuie sur ma petite minute, en l'occurrence les 10-15 minutes de questions-réponses. En régie, quelques questions. Quelles sont les contraintes sur les places de parking? J'imagine que la question c'est... quelles sont les contraintes en fonction des différentes typologies de parking, de places de parking? On est peut-être sur des aspects techniques. Alors, si c'est sur les aspects techniques, il n'y a pas réellement de contraintes. Enfin, on l'a dit, maintenant, on a des dispositifs de financement pour les parkings intérieurs, mais aussi pour les parkings extérieurs. Alors, peut-être qu'il y a une petite contrainte sur les parkings extérieurs. Dans certains cas de figure, si on est sur des copropriétés très éclatées avec des îlots de place, ça peut être plus compliqué à raccorder. Mais en règle générale, on arrive toujours à trouver une solution. Il y a peut-être une question aussi, une arrière-question dans cette question, qui est peut-être le seuil mini de place
pour bénéficier du dispositif de portage financier. Et là, je laisse Rita répondre. Effectivement, le dispositif est éligible qu'au parking de plus de 20 places. Ok. Parce qu'aujourd'hui, pour des raisons d'équilibre économique et puis aussi de technicité des parkings, on a estimé que les parkings en deçà de 20 places pouvaient être traités en dehors du financement. Parce qu'il reste des solutions possibles. Et là, c'est effectivement les opérateurs qui peuvent intervenir de façon technique. Et pour le coup, la copropriété pourrait être amenée à avoir un reste à charge sur ces sujets. C'est une question qui revient souvent. Donc, on y travaille aussi chez Logivolt. Comme tu l'as dit, le dispositif existe depuis 2021. On travaille régulièrement pour l'amender et l'améliorer. Donc, c'est un sujet qu'on a. Mais à date, effectivement, la contrainte reste de 20 places. Alors, 20 places, peut-être moi aussi, je peux rajouter un complément à cette question. Je peux avoir 10 places en parking extérieur, 10 places en parking intérieur. Ça marche ? Ça marche parce que c'est une copropriété dans son ensemble. Ok, très bien, très clair. Une deuxième question. Lorsqu'un copropriétaire a déjà utilisé son droit à la prise et que la copro installe ensuite une IRVE, a-t-il une obligation de se raccorder à l'IRVE ? Ça, c'est une question pratique. Alors, qui la prend entre Stéphane ou moi? Je t'en prie. Alors, la logique voudrait qu'il ait l'obligation de se raccorder sur l'infrastructure collective. Après, je ferai une analogie, comparaison de comparaison, mais quelqu'un qui, dans une copropriété, a mis des fenêtres en plastique alors que la copropriété est en fenêtre bois, théoriquement, il devrait se mettre en fenêtre bois. Ce qui va le faire, voilà, c'est toujours un peu la difficulté dans ce type de situation, c'est d'imposer à la personne de changer et de repayer pour se raccorder sur l'infrastructure collective. D'accord, parce qu'il faudra qu'elle repaye un droit pour se raccorder. Voilà, oui, souvent, le tableau n'est pas tout à fait au même endroit, donc il faut retirer un câble. Voilà. Mais d'où l'importance d'anticiper et d'éviter effectivement ces cas-là. Voilà. Bien sûr. Après, il y a cette notion de refacturation aussi que nous impose la prise individuelle, qui fait qu'il y a vraiment une impérieuse nécessité pour moi de pouvoir le raccorder. Mais la question est bonne parce que est-ce qu'il y a une obligation légale? C'est à vérifier. On peut le convaincre, mais ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas forcé, on ne peut pas l'obliger. Après, il peut y avoir la question de la prise en charge par la copro du petit surcoût de raccordement. Enfin, ça peut être étudié, mais c'est une bonne question. Ok, très clair. Autre question, comment rassurer les copropriétaires sur les tarifs du kilowattheure et sur les abonnements mensuels? Alors, le tarif du kilowattheure, c'est l'électricité, les abonnements mensuels, c'est plus pour toi, Jacques-Alexis. Alors, pour rassurer sur le prix du kilowattheure, ça c'est assez simple, on va dire. Aujourd'hui, sur une facture d'électricité, vous avez 3 composantes. Vous avez la partie consommation, la partie, ce qu'on appelle le TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, et la partie des taxes. Grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Plus vous allez avoir de consommation, plus vous allez amortir les 2 tiers que sont le TURP et les taxes. Donc ça veut dire que petit à petit, on va avoir de plus en plus, on donnait les chiffres tout à l'heure du nombre de bornes installées par rapport au nombre de copropriétés déployées. On était à peu près 2 bornes par copropriété installée. Donc c'est assez faible. Mais dès lors qu'on va augmenter ce nombre de bornes installées sur les points de livraison, on va amortir ces frais fixes et mécaniquement, le prix du kilowattheure pour l'utilisateur final va diminuer. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, aujourd'hui, les fournisseurs d'électricité commencent à réfléchir à des offres pour les opérateurs de recharge. On est malgré tout des nouveaux acteurs avec des besoins de consommation qui sont assez atypiques. On n'est pas sur des consommations qui sont très régulières. Il y a certains moments de la journée où ça va consommer beaucoup, notamment la nuit en l'occurrence, et d'autres moments où ça va très peu consommer. Donc les fournisseurs d'électricité sont aussi en train de réfléchir à des modèles un peu plus intelligents pour essayer de proposer des offres les plus adaptées à nos profils de consommation. Et enfin, nous on a fait partie depuis très très longtemps de mettre en place des bornes qui sont connectées, qui est une obligation du cahier des charges Logivolt, et qui permettent aussi demain de réagir à des signaux prix. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des moments de la journée où il y a de la surproduction en termes d'électricité, du fait des éoliennes, du fait des panneaux solaires. Et demain, les fournisseurs d'électricité pourront nous dire, à ce moment-là, le kilowattheure est extrêmement peu cher, voire gratuit, c'est à ce moment-là que vous pouvez consommer l'électricité et du coup ce qui permettra de bénéficier à certains moments de la journée de tarifs extra préférentiels. Ça veut dire que je reçois une alerte concrètement? Exactement, en tout cas voilà, ça c'est des sujets sur lesquels nous on travaille beaucoup en ce moment, des sujets d'effacement, d'optimisation pour essayer de faire bénéficier à notre utilisateur final des meilleurs tarifs d'électricité.
pour pas que ce soit un sujet d'inquiétude. Effectivement, ça c'est super intéressant. On n'a pas encore reçu vraiment d'alerte sur Non, le prix est moins cher à la voilà, pompe. ouais. Donc c'est aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vrai que les utilisateurs finaux, dans la mesure où la solution collective est gratuite, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le prix de la borne et le prix des services associés. Voilà. Ok. Alors on a une question qui demanderait un webinaire, ça tombe bien parce qu'on l'a organisé. REA, quelle est la différence avec la colonne horizontale? Peut-être juste en quelques mots, en quelques bullet points. Rita. C'est une solution effectivement différente de celle qu'on propose, donc opérateur et Logivolt. Donc avec le REA, il n'y a pas un compteur dédié à la recharge, il y a vraiment un compteur qui est installé sur chaque place de chaque copropriétaire. Et la différence assez majeure, c'est qu'il n'y a pas un opérateur qui va s'occuper de l'ensemble des travaux. Chaque copropriétaire sera libre, une fois qu'il aura demandé sa borne, de retenir effectivement la borne de son choix, de retenir le fournisseur d'électricité de son choix. Donc c'est une notion qu'on peut appeler de liberté. Mais finalement, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'il l'appelle, mais effectivement, par contre, la charge, tout ce qu'a expliqué Jacques-Alexis repose sur chaque copropriétaire. Donc, faire intervenir le consuel, aller chercher les primes à devenir, etc. Chaque copropriétaire devra faire ses démarches lui-même. Et par ailleurs, il n'y aura pas vraiment d'harmonisation dans le parking, puisque chacun pourra avoir la borne de son choix, les faire poser par l'électricien de son choix et avoir le fournisseur de son choix. Donc, c'est vrai que notre dispositif, nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est le fait d'avoir un accompagnement de A à Z avec un opérateur dont c'est le métier qui peut sécuriser tout ça. Et la solution REA, c'est plutôt la liberté pour le copropriétaire. Donc, deux solutions différentes à choisir. Je ne peux pas ne pas poser la question à Stéphane, en tant que syndic. Est-ce que cette solution dite liberté, c'est quelque chose qui nous convient pas. Qui vous convient pas. Voilà. Non, enfin on peut comprendre l'intérêt des copropriétaires pour ça, parce qu'il y a cette notion de liberté. Mais pour nous, c'est quand même beaucoup plus sécurisant et confortable d'avoir une installation collective normée, voilà, sur laquelle chacun puisse se raccorder. Donc on respecterait la décision, mais bien entendu. Hein, mais moi personnellement, je la pousserai pas. Il faut un conseil syndical bien investi. C'est ça. Okay. Et ça comporte des risques à chaque fois, de la liberté. Et puis, vous n'avez pas les services associés à ceux que proposent les opérateurs. C'est-à-dire qu'une fois que la borne est installée, si elle tombe en panne, l'utilisateur se retrouve seul face à sa borne. Voilà. Il n'y a pas de pilotage, effectivement. Donc, tout ce qu'a expliqué Jacques-Alexis, il n'y aura pas. Effectivement, maintenant, nos opérateurs sont des opérateurs de services de recharge parce qu'il y a tout ce service adossé qui est très important. Et on sait qu'aujourd'hui, tout passe par le service. Quand on a une borne, ça va nous permettre de recharger le véhicule. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir l'application, de pouvoir suivre, de pouvoir connecter à distance, etc. Ce que ne permet pas la solution REA. Et en plus de ça, il y a effectivement cette notion de liberté qui est importante. Mais comme on l'a vu, ça reste des sujets assez structurants. Et c'est important d'avoir un avis collectif et de pouvoir maîtriser le tout pour éviter ce qu'il y a pu y avoir un peu sur la fibre, avoir des branchements un peu partout de X opérateurs. Donc nous, vraiment, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, on est forcément favorable à la solution opérateur. Mais qu'elle soit financée ou non par Logivolt. Très clair. Il n'y a que des très bonnes questions aujourd'hui. Comment faire lorsque nous n'avons pas de place attribuée, mais sécurisée ? Oui, alors pour le dispositif Logivolt, malheureusement, ces parkings ne sont pas éligibles aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on raisonne avec une borne par place et quand elles ne sont pas attribuées, il ne peut pas y avoir cette répartition. Par contre, il y a des solutions techniques qui existent, ce sont des bornes partagées. Et donc là, il peut y avoir une zone de recharge qui est installée dans le parking avec des bornes partagées par l'ensemble des copropriétaires. Donc il y a des solutions techniques. Aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont pas financées par Logivolt, mais c'est comme un peu les parkings de moins de 20 places. C'est des choses qui nous ont été remontées, on regarde, mais ça reste une minorité dans le parc des copropriétés. Et si je repose ma question sur l'éligibilité au dispositif Logivolt, si il y a plus de 20 places avec des bornes, des places attribuées et puis qu'il y en a 5 qui sont non attribuées, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux être éligible? Et ça veut dire que je me débrouille de l'autre côté? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question et c'est effectivement aussi une question qu'on regarde aujourd'hui parce que dans le cahier des charges à devenir et dans notre philosophie, c'est vraiment d'apporter une solution de recharge pour l'ensemble des futurs utilisateurs de la copropriété. Donc, aller expliquer à quelques
copropriétaires qui ne vont pas pouvoir se recharger parce qu'ils sont au bout d'un parking, notamment quand c'est extérieur, ça peut être compliqué. Mais ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Et si la copropriété en est d'accord et que potentiellement, dans l'exemple que tu prends, ce sont des places qui ne sont pas attribuées, donc appartiennent à personne, on peut effectivement prééquiper uniquement les places attribuées et laisser ces places non attribuées pour une autre solution, donc en borne de recharge ou simplement les laisser libres de la recharge. C'est des choses qui peuvent se regarder. Là, c'est plutôt du cas par cas en fonction effectivement des typologies de chaque parking. Et c'est là où le rôle de l'opérateur sera très important dans l'échange avec le gestionnaire. Je préciserai quand même que souvent, on appelle ça, nous, des places visiteurs. C'est-à-dire qu'en général, chacun a sa place ou ses places. Et il y a des places visiteurs en plus pour ceux qui viennent voir. Donc l'obligation de borner, la nécessité de borner, pour moi, est pas forcément ultra nécessaire, quoi. Bon, après, les visiteurs pourront venir en véhicule mais je veux électrique. dire, il n'y a pas la notion d'habiter sur place et d'avoir besoin impérativement de recharger son véhicule. Mais pour autant, ça peut être une solution que de mettre une borne partagée sur ces places-là, oui. Nous, on a des solutions techniques pour le faire. Il y a des dispositifs, alors il n'y a pas de préfinancement, mais il y a quand même le dispositif de subvention Advenir qui existe pour les bornes partagées. Il y a inévitablement un reste à charge pour la copropriété malgré tout. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ne peuvent se recharger que les personnes qui sont autorisées à se recharger dessus. Après, on est en copropriété, il faut un peu de civisme sur l'utilisation des bornes partagées pour être sûr que lorsque la personne a fini sa recharge, elle vient bien débrancher son véhicule pour que quelqu'un d'autre puisse se charger. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Oui, c'est pas toujours le cas. Alors juste, pardon, pour finir, et on peut également se dire qu'on peut encore plus penser l'avenir et se dire que potentiellement ces places pourraient être attribuées un jour à un copropriétaire et qu'on peut d'ores et déjà les prééquiper. Donc ça, c'est effectivement des solutions et des discussions à avoir avec les copropriétaires. Ok. On a notre temps de 45 minutes qui est passé, mais rassurez-vous, on va répondre à toutes vos questions, puisque c'est aussi le but de ce webinaire, d'être interactif. Donc, la deadline du 31/12/2027, sous-entendu les subventions à venir, concerne-t-elle la signature ou la réalisation des travaux? C'est un sujet dont on a beaucoup discuté récemment, Rita, Jacques-Alexis. Je vais faire une réponse de Normand, c'est ni l'un ni l'autre. Ça va être la date d'instruction du dossier auprès du dispositif de subvention, étant entendu que l'instruction doit se faire avant le démarrage des travaux. Par conséquent, cette initiation peut se faire entre la date de signature et la date des travaux. À nous d'être malins pour l'initier au bon moment, pour être sûr de ne pas dépasser la date du 31 décembre 2027. Mais pour initier le dossier, il faut justifier de l'obtention d'un devis de la part du gestionnaire du réseau de distribution. Okay. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il peut rester 2 AG, mais dans certains cas de figure, il ne reste qu'une seule AG avant de passer cette échéance. C'est aussi un des points forts peut-être de la solution opérateur. Le délai entre la date de signature et le début des travaux est en général assez rapide. Ça va dépendre de la complexité du parking, mais oui, on est sur 12 semaines, on va dire. Ok, 12 semaines. Un immeuble déjà équipé en intérieur, mais à l'époque l'extérieur n'était pas possible. Comment faire aujourd'hui? Je repose la question avec les mots de Logivolt. Est-ce qu'on peut être éligible dans un deuxième temps au dispositif Logivolt dans cette configuration? Alors oui, si le parking intérieur a déjà été équipé mais que le parking extérieur ne l'était pas, le parking extérieur peut faire l'objet du financement Logivolt. Malheureusement, il ne pourra pas bénéficier du programme Advenir. Donc il faudra juste que ce financement rentre dans les conditions économiques de Logivolt, mais pour autant, on financera, nous, effectivement, cette deuxième partie sans difficulté. Ok. Un locataire peut-il demander l'installation d'une borne sur sa place? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Après les modalités, droit à la prise, il est valable pour tout le monde. Bien sûr, c'est un résident. Et soit c'est lui qui investit dans la borne, soit c'est son propriétaire. Voilà, les modèles sont variés. Les propriétaires d'une borne doivent-ils prévenir l'assureur du véhicule? Alors nous, on prévient, en tout cas pour la partie syndic, on prévient l'assurance automatiquement. Okay. C'est un nouvel équipement électrique. L'assurance de la copro. L'assurance de la copro, donc c'était la deuxième partie de la question. Mais pour la première, pour moi, je pense que le bon sens voudrait dire oui. Mais quand il a immatriculé son véhicule et qu'il l'a assuré, l'assureur sait que c'est un véhicule électrique. Donc a priori... Pour moi, c'est surtout l'assurance copro qu'il faut prévenir. Ouais. Donc ça nous semble implicite.
Oui, je pense qu'on a répondu tout à l'heure à la question, merci Jean-Baptiste en régie, je pense qu'on a répondu à la question, la limite de 20 places concerne l'intérieur ou l'extérieur, c'est le total. Voilà, ça concerne le total de places au sein de la copropriété. Ok. Plus de questions, merci à tous. Avant de vous quitter, je propose toujours le mot de la fin. À nos intervenants. Jacques-Alexis, ton mot de la fin ? Mot de la fin, lors d'un précédent webinaire, j'avais parlé d'anticipation. Il s'est passé du temps depuis, et aujourd'hui, on n'est plus dans la phase d'anticipation, on est plutôt dans une phase d'urgence. Donc voilà, mon mot de la fin, ce sera urgence. Urgence pour éviter les goulots d'étranglement, maximiser les dispositifs de subvention. Donc voilà, décision à prendre le plus rapidement possible. Rita ? Alors, je pense qu'il a tout dit, mais effectivement, Logivolt a levé les freins financiers. Avec les opérateurs, on a levé l'ensemble des freins techniques. Aujourd'hui, le seul frein qui resterait, ce serait de ne pas y aller. Donc il faut vraiment y aller, mettre les décisions en Assemblée générale, les faire voter et initier l'ensemble de ces travaux. Stéphane, forcément, je terminerai par vous. Ça va être une redite aussi, mais je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de nos copropriétés que de s'équiper, de prendre conscience qu'il est effectivement urgent d'y aller. Et pour la partie gestionnaire, voilà, faites-vous accompagner, les opérateurs sont là. Il y a tous les éléments aujourd'hui pour faciliter les décisions. Donc, n'oubliez pas qu'on vous reprochera de ne pas avoir poussé un petit peu les choses si demain l'équipement n'est pas là et que tout le monde râle parce que chacun a sa voiture électrique et qu'il ne peut pas la recharger. Donc, il faut y aller. C'est clair, on sent une vraie tendance qui change avec cette année 2026 qui démarre. Urgence, pédagogie, presque l'anticipation, c'était hier. Sécurisation. Proactivité, voilà. Que des hashtags qu'on va pouvoir réintégrer dans nos posts maintenant quand on parlera d'IRVE. Avant de vous dire au revoir, je voulais remercier nos intervenants, forcément avec un remerciement très particulier à Stéphane Méli qui nous a fait le plaisir de représenter les syndics aujourd'hui, qui n'est pas un exercice auquel vous êtes forcément habitué. Vous pouvez peut-être faire des AG en Teams. Ça peut être des shows des fois, les AG, oui. Mais la caméra c'est particulier, c'est vrai. La caméra c'est un peu particulier. Jacques-Alexis, la caméra, t'y es habitué, elle t'adore. Et Rita, même chose. Donc merci à vous trois, c'était très riche, il y a eu beaucoup de questions et des questions qui sont pour le coup très pratiques et ça c'est super intéressant. C'est là aussi on parle de cette notion de maturité, on sent qu'il y a aussi une vraie maturité chez les personnes qui nous écoutent, on voit la différence entre les premiers webinaires et aujourd'hui, donc ça c'est super encourageant. Vous pouvez les contacter, ils ont leurs emails, de toute façon il y aura un replay donc vous pourrez y retourner. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux, sur le site web bien sûr, sur Webikeo, notre nouvelle chaîne sur laquelle nous postons tous nos webinaires et sur laquelle vous êtes aujourd'hui et vous nous suivez, et sur LinkedIn. Vive les QR codes, c'est un message personnel à Louisa, elle comprendra. Je vous dis à bientôt et bientôt c'est le 2 avril. Au revoir, merci.